Le low-tech en rénovation énergétique. Une série de podcasts produite par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et piloté par l'agence Qualité Construction. Low-tech, c'est les bons matériaux au bon endroit. Ça, c'est low-tech. C'est pas parce que c'est fait à la main que c'est low-tech. C'était incroyable parce qu'on était envoûtés effectivement par la maison. On est rentré et je n'avais même pas pensé justement à cette question que c'était aussi grande. C'était après coup que je disais oh, oups, j'ai 700 mètres carrés et j'ai que 300 000 euros, ça marche pas. Donc, mais tant mieux parce que du coup on a fait avec. Et effectivement souvent les problèmes comme ça, c'est là les points de création aussi. Épisode 8, faire confiance et savoir s'entourer. Et c'était en ruine. Le toit était complètement effondré, les murs étaient effondrés, tout était vraiment... Donc, on a dit, ok, on fait que la moitié à l'intérieur et moitié à l'extérieur. Parce que forcément, ça coûte bien moins cher de ne pas fermer. Et donc, du coup, on a utilisé le microclimat sur cet espace-là. Anna Chaveupert, architecte. Quand même, parce que c'est même si c'est un peu chaud maintenant, on va faire quand même ça. Et donc, cette maison n'est pas calculée du tout. Et ça fonctionne très bien. Parce que je pense que parfois les calculs, ils diminuent le monde. Et nos calculs, en fait, malheureusement, ce qu'on a aujourd'hui pour calculer thermique, c'est pas l'intelligence artificielle, voilà, c'est quand même des petits micro-ordinateurs qui sont assez cons, en fait. Donc, c'est assez fou qu'on laisse ce petit ordinateur diriger les choses les plus importantes pour nous, l'air qu'on respire. Cet ordinateur qui n'a jamais mis les pieds sur le chantier, ni vu quelle forêt tu as autour, s'il y a un champ, toutes les choses qui sont importantes pour la fraîcheur et pour l'air et pour la chaleur et tout ça, il ne le sait pas. Oui, moi je pense qu'il y a une des grosses questions qu'on a, c'est le calcul. C'est vrai pour la ventilation, le débit d'air. En fait, quand on ouvre les fenêtres, ça ventile beaucoup plus qu'un tuyau avec une extraction. On est quand même obsédé par la possibilité de calculer exactement le débit d'eau, le débit d'air, etc. Et on ne fait pas confiance que quand on rentre dans une pièce, on sent tout de suite par l'appareil mesureur qu'on a au milieu du visage, qui est le nez, on sent tout de suite s'il y a besoin de ventiler, quoi. Faire confiance à ses 5 sens, c'est important, comme nous le dit Emmanuel Pat. Mais vérifier par le calcul la justesse d'un ressenti, d'un dessin, c'est nécessaire. Cela va permettre d'affiner, voire de corriger la conception. La confiance, on la retrouve aussi dans le choix des professionnels qui vont intervenir sur le bâtiment. Sébastien Gann, maçon en matériaux biosourcés. Il y a des gens qui nous appellent parce qu'ils sont convaincus. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont convaincus. Là, on parle du béton de chanvre, il y a des projets de maisons paille. Il y a de plus en plus de monde qui se tourne quand même vers ces matériaux. Bien que ce soit un petit peu plus coûteux, ils le font pour le confort, parce que c'est quand même des matériaux où il y a un confort de vivre à l'intérieur des maisons qui est incomparable à ce qui se fait conventionnellement. Puis il y a une autre partie des personnes, moi je le vois très bien dans mon secteur, puisque les gens sont assez fermés à tout ça, pour essayer de les convaincre, trouver les bons termes, les bons mots pour convaincre les gens, à revenir en fait à des choses qui se faisaient avant l'industrialisation. Vous avez un exemple de gens que vous avez réussi à faire basculer J'ai des gens qui ont basculé parce qu'ils me font confiance, parce qu'ils savent qu'ils auront un travail de qualité derrière au niveau des finitions. Et là, je suis actuellement en train de batailler sur le clocher de l'église de Gabat, qui est mon village. C'est une partie de l'enduit qui est tombée. Et les convaincre à mettre de la vraie chaux sur ce monument. C'est pas classé monument historique, mais ça a du sens de mettre de la chaux dans le bâti ancien, parce que c'est vraiment plus naturel et puis c'est meilleur pour la maison. Donc j'ai rendez-vous jeudi pour les convaincre. La fonction de conseil de l'artisan, elle est essentielle. Encore faut-il avoir confiance et puis trouver quelqu'un qui est dans les mêmes rails, parce que vous avez aussi dans les maçons beaucoup qui vont vous dire non mais la chaux ça tient pas. Oui, puis en plus il y a des injonctions par période. Ah oui, il y a des modes, il y a des modes, incontestablement. Et il y a aussi une telle facilité, c'est plus facile de faire comme tout le monde, parce que la filière elle est bien installée, c'est facile d'aller
chez le fournisseur de matériaux et d'acheter un bon vieux plaque-au-plâtre avec son polystyrène. Voilà, là, tout est organisé pour que ça soit plus facile et du coup moins cher. Donc dès lors que vous voulez réfléchir et faire un truc assez contextuel, en tenant compte de l'état existant, bah, ça devient plus compliqué, quoi. C'est un chemin plus difficile à trouver, quoi. C'est ça. Vous débroussaillez en quelque sorte. C'est ça. Parfois. Patrice Meyer, La remise en œuvre entrepreneur dans le BTP. d'éléments constitutifs du bâti qui ont une valeur, je dirais, en bon état, et même une valeur patrimoniale historique par rapport aux bâtiments, parce que les bâtiments des années 50 et 60 aussi ont un peu leur histoire, et ben ça fait appel à des main-d'œuvre qualifiées. Voilà. Donc, qui dit main-d'œuvre qualifiée, dit aussi personnes mieux payées, métiers valorisés. Voilà, on n'est pas que des assembleurs. Enfin, il faut qu'on sorte de cette habitude d'avoir que des assembleurs. Enfin, c'est terrible, quoi. Voilà. Il y a plein de formations qui existent, hein. Maçon du bâti ancien, donc formation béton de chanvre, mécanisation béton de chanvre, puis tout ce qui est traditionnel. Ils acquièrent un réel savoir, une maîtrise de ce qui se passe, parce qu'ils sont capables d'analyser pourquoi là ça tient et pourquoi là ça tient pas, et qu'est-ce que j'ai fait, quelle est l'interaction avec entrepreneur dans le béton végétal projeté. L'interaction avec le liant qui est différent, et du coup ils se réapproprient un savoir qu'ils avaient perdu en étant juste des applicateurs. Pour moi, ça doit renouveler une attractivité au bâtiment, parce qu'en fait on a des vrais métiers dans ce cas-là. En tout cas, ma philosophie personnelle, elle se situe là. C'est maîtriser ce qu'on fait, quoi. Avoir envie de faire une rénovation énergétique en low-tech, cela peut être pour les professionnels du bâtiment l'opportunité de se former, de rencontrer d'autres professionnels, d'échanger sur les manières de faire, d'être valorisés et de contribuer à la transition écologique. Alexandre Pointet, ingénieur et jeune entrepreneur, à la tête d'une entreprise de matériaux biosourcés. Quelque part, c'est un petit réseau. On n'est pas nombreux à produire des matériaux et à faire des formations. Donc forcément, on finit par tous se rencontrer et ça, c'est assez positif. Il y a une demande forte de partage, d'avoir envie de connaître. Oui, il y a une demande énorme chez les architectes, les jeunes architectes, qui cherchent à retrouver aussi un équilibre, donc pas chercher à faire un métier seulement théorique et faire juste des plans, mais qui ont besoin de faire du chantier, qui ont besoin de connaître ce qu'il y a derrière le trait qu'ils dessinent. Se retrouver, échanger, avancer ensemble, c'est aussi le rôle de l'ICEB. Christine Le Cerf, ingénieure, membre du conseil d'administration. Alors, l'ICEB, c'est l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti. C'est une association qui a été fondée en 1996. Et la vocation de l'ICEB, c'est, on va dire, de promouvoir l'innovation en matière de construction durable, de la promouvoir et surtout de la répandre. Voilà. Donc on fait plusieurs types de choses. On fait ce qu'on appelle des ICEB Cafés, qui sont des conférences débats, qui sont ouverts à tous. On fait des publications. Donc on en a une sur l'énergie grise, sur le passif, sur la ventilation, sur le confort d'été sans climatisation. Je ne sais plus le dernier. On les a vraiment conçus comme qu'est-ce qui va nous aider, nous, dans notre métier, très concrètement, pour pouvoir faire plus de construction durable. Au moment de la COP21, on a fait toute une série de conférences qui s'appelait Hors la loi pour... alors, je vais juste chercher le truc. Hors la loi, ça s'appelait Hors la loi pour dépasser la loi. Qu'est-ce qui, dans la loi et la réglementation, peut aujourd'hui nous empêcher d'atteindre dans le bâtiment les objectifs de la transition écologique et sociale, et comment on peut dépasser ces contraintes-là pour continuer à avancer. Ce qui ressort des échanges qu'on a avec les membres, c'est effectivement d'être un lieu où on peut échanger sur ses expériences, partager des retours d'expérience, et aussi échanger sur le fait que mais là c'est dur, là j'y arrive pas, et toi comment t'as fait dans telle circonstance, qu'est-ce que t'as utilisé comme argument, qu'est-ce que t'as fait comme calcul, est-ce que t'as trouvé, je sais pas, un essai qui permet de valider ça, par quel processus t'es passé, voilà. Donc c'est aussi un lieu où on peut effectivement échanger sur le fait que c'est pas toujours facile. Un exemple vraiment de low-tech sur lequel nous on avait un doute, enfin même l'économiste qui a écrit le cahier des charges avait un doute, c'était
le fait qu'on... Yvan Fouquet, architecte. Oui, je disais, là où on avait un doute, c'était par rapport aux cloisons. On a certaines cloisons qui sont en plaques de plâtre, en fermacelle, plus précisément, et plutôt que de mettre des rails en aluminium, souvent, enfin, c'est ce qu'on utilise en général pour fixer les cloisons, la structure est en aluminium. Là, on a proposé d'utiliser du bois, simplement des tasseaux, notamment pour justement l'isolation par extérieur. On est venu fixer ces plaques de plâtre avec des tasseaux. L'économiste pensait que c'était plus cher, que ça allait revenir plus cher. Alors pourquoi? On ne sait pas très bien. Et en fait, l'entreprise nous a dit non, ça sera moins cher. On a fait une économie là-dessus. On l'avait mis en option parce qu'il y avait ce doute sur une plus-value éventuelle. Et en réalité, c'était quelque chose de moins cher. En fait, ce qui est très compliqué, c'est les habitudes. C'est le truc le pire. C'est l'habitude d'appuyer sur un bouton et d'avoir la clim. C'est l'habitude de mettre des rails en fer et que c'est comme ça qu'on fait. C'est ça, ouais. Oui, c'est compliqué, oui, mais même de dire on va faire du réemploi, on va réutiliser les portes qui sont ici, les cloisons qui sont là. C'est effectivement des habitudes qui sont compliquées à changer, mais on sent qu'on est dans une époque où les habitudes sont en train de changer, donc il y a de plus en plus de gens sensibilisés. Après l'été qu'on vient de vivre, il y a de plus en plus de gens, là, vraiment, pour le coup, qui comprennent pourquoi il faut changer ses habitudes. Et je pense que, même dans les entreprises, c'est en train d'évoluer fortement. Ça évolue de tous les côtés, grâce en particulier aux professionnels du bâtiment qui avancent malgré tout. Milena Karanacheva, architecte, a rénové un pavillon des années 80 avec l'objectif que celui-ci atteigne les standards de la maison passive. Un souhait de son propriétaire Antoine Désir. Ils se souviennent ici que les ennuis ont commencé dès le permis de construire. Le permis de construire, il a été refusé. C'est de la part des services instructeurs parce que leur travail, c'est de lire les textes d'un côté et de vérifier que ce qu'on présente, ça correspond au texte. On savait qu'on serait bloqué par ce problème d'urbanisme et en fait le projet tombait à l'eau, en gros, si on ne pouvait pas passer outre. Donc on a travaillé avec la mairie de Magny et le parc pour obtenir une dérogation. Et on a écrit le texte en fait qui permettait de modifier le PLU pour autoriser dorénavant de dépasser de 35 cm les marges d'isolement et de pouvoir monter légèrement en hauteur pour surélever un toit pour des raisons d'isolation. Maintenant, cette modification, c'est 2 petites phrases du PLU, puis ils essayent de les s'aimer un peu partout, quoi. Et donc Antoine, il a fait un gros travail pédagogique auprès de à la fois des différents organismes, institutions, etc. Et à la fois au niveau du voisinage, voilà, il y aura quelque chose qui va être un peu différent du reste, qui va surgir et ça impacte. Donc ça, c'était la première chose qui était très importante. Ça ouvrait ensuite la voie à la rénovation qui est nécessaire. Toutes les maisons sont de la même époque, donc à un moment donné, il va falloir faire. Et donc ça permet en fait de pouvoir faire. Et ça, moi je trouve que c'est super. Et l'autre, c'était plus au niveau réglementation thermique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus de subvention en fait pour des bâtiments passifs, mais pour des bâtiments BBC, basse consommation d'énergie. Et donc nous, on était toujours coincés en fait. Les équipements qu'on devait employer en fait dans les bâtiments passifs ne correspondaient pas aux prescriptions pour les bâtiments à basse consommation. Et aussi, une chose très importante, dans une maison passive, on avait dit tout à l'heure, la température elle est homogène, donc il n'y a pas des radiateurs dans chaque pièce. Or, la réglementation thermique de l'époque demandait à ce que la température soit réglable dans chaque pièce. Voilà, cette série sur le low-tech en rénovation énergétique arrive à son terme. Un seul souhait pour nos auditeurs, que nous leur ayons donné envie d'aller plus loin, de rejoindre tous ces professionnels qui travaillent déjà dans des logiques low-tech. Vous les avez entendus? Ils ont gagné sur plein de niveaux. Du sens et de la passion pour leur métier, des rencontres avec d'autres professionnels, des victoires en faisant changer les hommes, les lois, et en contribuant à changer notre futur. Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelaine, ingénieure, terminent aussi leur visite. Elles ont encore quelques conseils à nous livrer. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment ça se conclut. Vous allez nous faire des propositions ou est-ce que vous voulez qu'on se revoie? Parce que il y a les priorités dont vous avez parlé. C'est vraiment la question de la stratégie globale qu'il faut avoir. Et ensuite se dire, on a fait une stratégie globale.
on a priorisé les problèmes C'est ça. et vraiment faire par étapes en commençant par les choses importantes et puis y aller progressivement pour que quand on a un peu de sous, qu'on puisse faire l'étape d'après, etc. Et qu'à la fin, ça fonctionne. Parce que sinon, je crois qu'on va un peu débriefer, on va réfléchir entre nous. Enfin, moi, ça m'intéresse de poser ça sur les plans aussi pour mettre ça dans la spatialité des plans et même des coupes, parce qu'avec les hauteurs sous plafond, on voit bien que ça n'a pas les mêmes... Puis on va faire une séance de travail entre ingénieurs et architectes pour discuter de tout ça. Et pour trouver les artisans qui vont bien faire, vous avez des moyens ? Alors, il y a plusieurs personnes dont on peut se rapprocher. Dans toutes les régions, je ne sais pas très bien comment c'est ici, mais il y a un réseau qui s'appelle les Maisons Paysannes de France. C'est vraiment des gens qui s'intéressent beaucoup au bâti comme le vôtre. C'est des gens qui ont fait eux-mêmes les travaux chez eux ou qui ont fait faire, mais en tout cas qui sont hyper intéressés. Ils font beaucoup de formations, aussi bien pour les particuliers, mais... Moi, j'ai fait des formations à l'adresse des professionnels sur les pathologies du bois ancien, enfin des choses comme ça. Il y a vraiment des choses assez poussées. Il y a aussi souvent des éco-centres un peu locaux qui, eux... et je sais que, par exemple, dans le patrimoine dans le Gers, enfin, quand même, pas juste à côté, mais il y a le centre Pierre et Terre qui fait beaucoup de choses. Enfin, il y a quelques centres comme ça qui sont assez bien. Et puis, bon, après, de façon beaucoup plus régionale, vous avez toujours les centres de ressources. En Ile-de-France, on a Ecopolis, mais il y a Envirobat Occitanie, qui est plutôt vers Montpellier, mais qui lui aussi peut renseigner sur ces choses-là. Donc en fait, le réseau se structure pas mal quand même. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il se structure localement. Je vous ai pas offert de café quand vous êtes arrivé, parce que je suis très mal poli. Vous voulez boire un café avant de partir ? Ah bah avec plaisir. Oui, volontiers. Merci Eh ben, beaucoup. on y va. C'était le low-tech en rénovation énergétique. Épisode 8 et dernier épisode de cette série. Vous pouvez retrouver des fiches techniques, une bande dessinée et des ressources diverses pour aller plus loin et se former sur le site de l'AQC. Expertise, Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelaine, ingénieur thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production Profil, conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral.